Il y a des moments dans la vie où l'on se sent enfin à la hauteur. Quand on réussit un projet, qu'on reçoit une marque d'admiration, un compliment, un regard approbateur. Et puis à d'autres moments, tout vacille. Le moindre échec semble tout effacer. Une remarque, une comparaison, et notre confiance s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de ce que nous appelons estime de soi repose souvent sur des conditions invisibles mais implacables. Nous avons tous grandi dans un monde où la valeur se mesure, aux notes, aux performances, à l'apparence, à la réussite. Et sans même nous en rendre compte, nous avons appris à n'accorder de prix à notre existence que lorsque ces indicateurs clignotent au vert. Cette forme d'évaluation permanente porte un nom, l'estime de soi conditionnelle. C'est ce mécanisme invisible par lequel on finit par lier notre valeur à quelque chose d'extérieur. Une réussite, un statut, le regard des autres, leur approbation, etc. Posez-vous la question maintenant, tout de suite. Quand avez-vous eu l'impression d'avoir de la valeur pour la dernière fois ? Fermez les yeux une seconde. Remontez le fil. Était-ce parce que vous veniez d'accomplir quelque chose ? De réussir quelque chose ? Ou était-ce simplement parce que vous existiez ? La différence entre ces deux réponses dit tout. La psychologie montre que ce lien entre estime et condition s'installe tôt. Il s'enracine dans les comparaisons, les attentes parentales, la culture de la performance. Et plus il devient fort, plus notre bien-être devient instable. Nous nous jugeons alors non pas selon notre humanité, mais selon notre conformité. Chaque réussite devient une respiration, chaque erreur une vraie suffocation. Le paradoxe, c'est que plus nous cherchons à mériter notre valeur, plus nous la fragilisons. Car ce qui dépend du regard de l'autre ne nous appartient jamais vraiment. Dans cet épisode, nous allons explorer ce piège invisible ensemble, comprendre d'où il vient, comment il s'installe dans notre cerveau et surtout, comment s'en libérer. Nous verrons comment le cerveau entretient cette mécanique d'auto-jugement permanent, pourquoi elle nous épuise à ce point, et quelles stratégies concrètes permettent de reconstruire une estime solide. Pas une estime fondée sur la perfection, ça c'est une impasse, mais une estime ancrée dans la cohérence. Car la vraie liberté, ce n'est pas de briller aux yeux du monde. C'est comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, c'est de cesser d'avoir peur de s'éteindre. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre la mécanique intérieure de ce piège. Non pas en théorie, mais dans la manière dont il colonise peu à peu notre esprit et notre identité. L'estime de soi conditionnelle fonctionne comme un contrat. Un contrat qu'on passe avec soi-même, souvent très tôt, sans même s'en rendre compte. Ce contrat dit « tu auras de la valeur si tu respectes ces conditions ». Ces conditions varient d'une personne à l'autre, mais elles tournent toujours autour des mêmes territoires. Jennifer Crocker et Laura Park, psychologues à l'Université du Michigan, en ont identifié 7 principaux. L'apparence, l'approbation des autres, la performance, le soutien familial, les valeurs morales ou religieuses, la vertu ou l'amour de Dieu. Pour chacun de nous, certains de ces domaines pèsent plus lourd que d'autres, beaucoup plus lourd. Prenez quelqu'un dont toute l'estime repose sur la réussite scolaire. Tant qu'il a de bonnes notes, il respire, il se sent en sécurité. Mais qu'un échec arrive, un seul, et c'est l'effondrement. Non pas parce que l'échec est insurmontable en soi, mais parce qu'il ne remet pas en question un résultat, il remet en question une identité. Cette personne ne se dit pas « j'ai échoué à cet examen », elle se dit « je suis un échec ». Voyez-vous la nuance ? L'échec n'est plus un événement, il devient une identité. Autre exemple, une personne dont l'estime repose sur l'apparence physique. Chaque regard dans le miroir devient un vrai verdict. Chaque compliment est une bouffée d'oxygène, chaque critique une vraie condamnation. Cette personne ne vit plus dans son corps, elle vit dans le regard supposé des autres. Et ce regard, elle l'a intériorisé au point qu'il la poursuit même en solitude. Ce mécanisme est épuisant parce qu'il transforme la vie en tribunal permanent. Nous devenons à la fois le juge, l'accusé et le témoin. Et chaque instant devient une occasion de prouver encore, que nous avons le droit d'exister.
J'ai vu ça de près chez certains de mes étudiants, surtout ceux qui préparaient des diplômes dans de grandes écoles. Leur estime de soi entièrement suspendue à ce résultat futur, à cette date lointaine où tout se jouerait. Pendant des mois, ils vivaient dans une tension insoutenable, incapables de se détendre, de rire à une blague, de profiter d'un café au soleil, parce que tant qu'ils n'avaient pas réussi, ils ne s'autorisaient pas à exister pleinement, comme si leur vie était en suspens, en attente d'un verdict. Et quand ils réussissaient, la joie était brève. Très vite, une nouvelle condition apparaissait. Maintenant, il faut que je sois à la hauteur de... Le piège se refermait ailleurs et à nouveau. C'est la nature même de l'estime conditionnelle. Elle est insatiable parce qu'elle ne se nourrit jamais de ce que nous sommes, mais toujours de ce que nous devons prouver. Mais ce piège n'apparaît pas dans le vide. Il a une histoire, une origine. Et pour la plupart d'entre nous, il commence bien avant que nous ayons les mots pour le nommer. Comment en arrive-t-on là ? Comment une estime de soi conditionnelle s'installe-t-elle ? Cela commence souvent dans l'enfance, dans la manière dont l'amour nous a été transmis. Lorsque l'affection parentale est liée à la performance, je suis fier de toi quand tu réussis. L'enfant apprend une équation simple, amour égale résultat. Il ne s'agit pas forcément de parents malveillants, au contraire, souvent c'est un amour sincère mais maladroit. Des parents qui veulent le meilleur pour leur enfant, qui l'aiment sincèrement, mais qui, sans le vouloir, transmettent cette idée, la valeur, ça se gagne. Carl Rogers avait une expression pour ça, la considération positive conditionnelle. Un peu technique je sais, mais l'idée est simple. Quand un enfant ne reçoit d'affection que lorsqu'il se conforme, il apprend à se scinder en deux. D'un côté, le vrai moi, celui qui doute, qui a des besoins, des limites, des peurs. De l'autre, le moi acceptable, celui qui dit les bonnes choses, fait les bons gestes, obtient les bons résultats. Et peu à peu, le vrai moi s'efface. Il devient une voix lointaine, de plus en plus faible, étouffée sous le bruit incessant de l'auto-jugement. J'ai grandi comme ça. Au Maroc, dans les années 70 et 80, l'excellence scolaire n'était pas juste valorisée, elle était sacralisée. C'était le passeport, la seule voie vers une vie meilleure. Et c'est encore plus vrai pour les générations actuelles. C'est encore plus pesant, plus pénible. Nous n'avons qu'à penser aux étudiants du baccalauréat. Mes parents le disaient avec amour. Si tu réussis, tu auras une vie plus facile que la nôtre. Et ils n'étaient pas les seuls. Tout le monde disait ça. Et on croyait nos parents. C'était de l'amour, sincère. Mais ce que j'ai compris bien plus tard, c'est que cet amour-là créait aussi une fracture, une fissure intérieure. J'ai appris à performer, à exceller, à accumuler les diplômes comme on collectionne des preuves. Mais pendant longtemps, je n'ai pas su simplement être. Chaque réussite apportait un soulagement, fugace, jamais une paix qui dure. Ça a changé progressivement, à travers l'enseignement, la transmission, le fait de voir mes propres étudiants porter ce même poids. J'ai découvert une autre forme de légitimité, une légitimité qui ne dépend pas de ce qu'on accomplit, mais de qui on est vraiment, de la cohérence avec nos valeurs profondes. Aujourd'hui, je peux dire, je suis à ma place, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis authentique. Et ça change tout. Cette découverte a été pour moi une vraie libération, mais elle a pris des années. On pourrait croire que tout cela reste psychologique, une affaire de pensée, d'éducation, de croyance, mais le prix à payer est bien plus profond, il est biologique. L'estime de soi conditionnelle ne se contente pas de nous rendre malheureux, elle nous épuise, littéralement. Lorsque notre valeur dépend en permanence d'une validation extérieure, notre cerveau fonctionne en mode alerte constant. Le système nerveux sympathique, celui qui gère les réactions de stress, reste activé presque en continu. Le cortisol, l'hormone du stress, circule à des niveaux élevés. Et à long terme, cela affecte la mémoire, le sommeil, le système immunitaire et la
capacité de concentration. Les recherches de Crocker et ses collègues ont montré que les personnes dont l'estime de soi dépend fortement de conditions externes présentent des niveaux de stress chronique plus élevés, une plus grande vulnérabilité à la dépression et des difficultés relationnelles accrues. Pourquoi? Parce que ces personnes vivent dans une économie de la rareté. Chaque interaction devient un enjeu, chaque situation sociale est une évaluation. Elles ne peuvent jamais vraiment se détendre, car elles ne savent jamais si elles passent ou échouent au test invisible qu'elles s'imposent. Imaginez que vous entriez dans une pièce et que votre première pensée soit « Est-ce qu'il me trouve intelligent, intéressant? Est-ce que je dis les bonnes choses ?» Cette vigilance permanente dévore une quantité phénoménale d'énergie cognitive. Les neurosciences parlent de charge allostérique. C'est le coût biologique du stress chronique. Quand le cerveau doit constamment gérer l'anxiété de l'évaluation, il a moins de ressources disponibles pour la créativité, l'empathie, la présence. On devient plus rigide, plus défensif, moins capable de spontanéité. Et paradoxalement, cette vigilance nous éloigne de ce que nous cherchons. En voulant être aimé, reconnu, admiré, nous devenons moins authentiques. Nous jouons un rôle, et ce rôle, aussi bien exécuté soit-il, ne peut jamais vraiment nous satisfaire. Parce qu'au fond, nous savons que ce n'est pas nous qui sommes aimés, mais la performance. J'ai vu cela dans le monde de l'enseignement supérieur. Des collègues brillants, reconnus, qui enchaînent les publications et les distinctions, mais qui dans le privé confient leur épuisement, leur sentiment de vide, parce qu'ils ne savent plus distinguer leur valeur de leur production. Ils sont devenus des machines à performer, incapables de s'arrêter, par peur de n'être plus rien. Cette mécanique est tragique, car elle prive l'individu de ce qui fait la richesse d'une vie, la capacité d'être simplement présent, sans enjeu, sans évaluation. Alors, que faire? Peut-on vraiment s'extraire d'un système intérieur qui se construit dès l'enfance? Oui, mais cela demande un changement de posture radical. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une alternative. L'estime de soi peut se détacher des conditions externes. Elle peut devenir plus stable, plus profonde, plus résiliente. Cette estime inconditionnelle ne signifie pas que nous devenons indifférents aux autres ou que nous cessons de chercher l'excellence. Elle signifie que notre valeur fondamentale n'est plus suspendue à ces choses. Nous pouvons échouer sans nous effondrer, nous pouvons réussir sans nous enivrer. Nous existons simplement avec dignité. Comment y parvenir? D'abord, en prenant conscience des domaines de contingence qui nous gouvernent. Demandez-vous, quand est-ce que je me sens vraiment bien dans ma peau? Puis, qu'est-ce qui, si je l'obtenais, me ferait enfin me sentir assez bien? Ces questions révèlent les conditions cachées et en les nommant, nous commençons à les désactiver. Ensuite, en cultivant la cohérence plutôt que la conformité. La cohérence, c'est l'alignement entre nos valeurs profondes et nos actes. Pas ce que les autres attendent, mais ce qui fait sens pour nous. Chaque fois que nous posons un acte cohérent, même modeste, même invisible, nous renforçons notre estime intérieure. Christine Neff, psychologue, a passé beaucoup de temps à étudier ce phénomène. Et ce qu'elle a découvert, c'est que l'autocompassion est l'un des antidotes les plus puissants à l'estime conditionnelle. Attention, ça ne veut pas dire se féliciter pour tout et n'importe quoi. Ça veut dire se traiter comme on traiterait un ami qui souffre, avec la même bienveillance, la même douceur. Quand vous échouez, au lieu de vous dire « je suis nul », essayez quelque chose de différent. Essayez, c'est difficile et c'est normal de se sentir mal. Ça paraît simple, presque trop simple, mais cette reformulation change quelque chose dans votre cerveau. Elle réduit l'activation de l'amygdale, ce centre d'alarme qui hurle au danger, et elle renforce les zones liées à l'apaisement, à la régulation émotionnelle. En d'autres termes, vous entraînez votre cerveau à réagir autrement. Et enfin, il y a l'acceptation. Accepter que l'imperfection n'est pas un défaut, c'est la condition même de l'humanité. Vous n'êtes pas censé être parfait. Personne ne l'est. Personne ne l'a jamais été. L'estime de soi ne naît pas de l'absence d'erreur. Elle naît de la capacité à rester entier malgré l'erreur, à continuer d'exister même quand on trébuche. J'ai appris cela tardivement. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait de ma capacité à tout maîtriser. Mon enseignement. Je reprenais mes cours, pas tous les ans, mais pratiquement tous les mois. Mes recherches, ma vie familiale, je la scrutais de très près. Mais la vie se charge toujours de nous rappeler nos limites.
réussite. C'est dans ces moments de vulnérabilité que j'ai découvert quelque chose d'essentiel. Je suis plus que mes réussites, plus que mes échecs. Je suis une personne en devenir, imparfaite mais présente. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une libération. Avant d'entreprendre ce travail de libération, encore faut-il savoir reconnaître les signes du piège. Ils sont parfois subtils, mais une fois vus, ils ne s'oublient plus. Comment savoir donc si notre estime de soi est conditionnelle? Il existe des signaux d'alerte. Le premier, c'est l'instabilité émotionnelle. Si votre humeur dépend en grande partie des événements extérieurs, un compliment vous fait planer, une critique vous détruit, c'est un signe que votre estime repose sur des bases fragiles. Le deuxième, c'est la peur de l'échec. Non pas une appréhension normale, mais une peur paralysante qui vous empêche d'essayer de nouvelles choses. Cette peur révèle que, dans votre esprit, échouer signifie ne plus avoir de valeur. Le troisième, c'est la comparaison compulsive. Si vous passez votre temps à vous mesurer aux autres, leur réussite, leur apparence, leur vie, c'est que vous avez intériorisé l'idée que la valeur est une compétition. Enfin, le quatrième, c'est l'épuisement. Une fatigue qui ne s'explique pas seulement par la charge de travail, mais par la tension constante de devoir prouver quelque chose. Si vous reconnaissez ces signaux, cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie que vous êtes humain et que vous avez appris à fonctionner dans un système qui valorise la performance au détriment de l'être. Mais vous pouvez désapprendre, lentement, patiemment, en posant jour après jour des actes de cohérence, en vous parlant avec douceur, en acceptant que vous n'avez rien à prouver pour avoir le droit d'exister. Nous avons vu dans cet épisode le piège de l'estime conditionnelle, ce mécanisme par lequel nous lions notre valeur à des conditions externes, instables et épuisantes. Nous avons vu comment ce piège s'installe dès l'enfance, comment il coûte cher biologiquement et psychologiquement, et surtout comment il nous éloigne de notre propre humanité. Mais nous avons aussi découvert qu'il existe une voie de sortie, l'estime de soi inconditionnelle. Non pas une arrogance aveugle, mais une dignité tranquille, fondée sur la cohérence, la compassion envers soi et l'acceptation de l'imperfection. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle demande du temps, de la patience, de la conscience, mais elle est possible et elle change tout. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons aux racines encore plus profondes de l'estime de soi. Nous verrons comment elle se construit dès les premiers mois de la vie, dans les bras de ceux qui nous élèvent, comment un regard, une présence, une réponse cohérente façonnent notre capacité à nous sentir en sécurité dans le monde. Cet épisode parlera aux parents, mais également aux futurs parents. Car avant de parler de performance ou de réussite, il faut parler de quelque chose de plus fondamental encore, la sécurité d'exister. Et c'est là que tout commence. Je vous dis à très bientôt sur Nexus des Savoirs.